Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Parler du Royaume-Uni, on va éviter depuis le Brexit. Est-ce que Claire Tesson de France 2 qui surveille, qui scrute avec ses petits camemberts, si vous parlez plus d'Union européenne ou plus de ce qui n'a pas attrait à l'Union européenne, prudence, plutôt les élections autrichiennes? Voilà. Oui, les élections autrichiennes, après tout, c'est l'Europe. Alors on peut y aller. Madame Tesson. Madame Tesson de France 2, parlons d'Europe. On peut parler de l'annulation de l'élection présidentielle autrichienne. Vendredi dernier, la Cour constitutionnelle autrichienne a invalidé le résultat de l'élection présidentielle qui opposait le candidat écologiste Alexander Van der Bellen et Norbert Hofer du FPÖ, qui est l'allié du groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen. Donc c'est plutôt une nouvelle qui vous réjouit a priori. Oui, ça me réjouit tout à fait, d'abord parce que je m'honore d'avoir été celui qui a le plus contribué au rapprochement entre le FPÖ et le Front National. D'une part, j'ai beaucoup de sympathie pour nos amis du FPÖ qui ont été abominablement diabolisés au début de leur ascension, y compris dans notre presse, et pas seulement dans la presse de gauche. Et évidemment, ça n'avait pas plus de fondement. Il y avait des balles suspects quand même. Des balles néo-nazis. Des balles qui sont les balles des débutantes en robe longue, dans lesquelles il n'y a pas une once de manifestation politique, dans l'immense salle de bal de la Hofburg, de l'ancien palais impérial. Figurez-vous que les seuls moments où ces balles ont été interdits, c'était précisément lorsque l'Autriche avait été annexée par l'Allemagne hitlérienne. Mais ça n'arrête pas les commentateurs, ça. Bon. Mais toujours est-il que ce qui est amusant dans cette élection, c'est que quand même la Cour suprême autrichienne n'a pas été jusqu'à parler de fraude, parce qu'elle ne veut pas quand même faire trop de peine à la gauche. C'est ce que rappelaient les dépêches françaises, hein. L'AFP a bien précisé. Ah oui, oui, oui. Pas de fraude, pas de tricherie reconnue. Pas de fraude, pas de tricherie, juste quand même des dizaines, même centaines de milliers de bulletins douteux, comptabilisés par des personnes qui n'avaient pas qualité pour le faire, au détriment du candidat FPÖ. Ça me fait penser ça à un fait divers. On dit l'intéressé a tendu un guet-apens à sa belle-mère, il l'a assommé, il l'a égorgé, il a jeté le cadavre dans une rivière avec un lesté de béton. Mais enfin, on ne peut pas parler d'assassinat. Hein, c'est le règlement d'un différend familial. Voilà. Bon, donc je forme des vœux pour le succès du candidat du FPÖ lorsque le match se rejouera, je crois, à l'automne. Alors, concert d'hommage pour la mort de Michel Rocard, vous vous associez à ces hommages. Michel Rocard, ancien Premier ministre de la France. Je m'associe aux condoléances pour sa famille. Je dis que Dieu ait son âme. Alors je sais bien que de mortibus nil sedicit sine bona, je ne sais pas, on ne peut rien dire des morts que du bien. Mais je dois dire que personnellement, je ne participe pas du tout à l'hommage qui est rendu à l'action de cet homme politique dont on nous dit qu'elle est tout à fait exceptionnelle, qu'elle a marqué son temps, etc. Non, non. D'abord, j'ai le souvenir quand même que Michel Rocard a été un des complices actifs du FLN algérien au moment de la guerre d'Algérie. Un porteur de valises. On sait le rôle abominable que le FLN algérien a eu auprès des pieds noirs contraints alors qu'ils étaient sur leur terre natale depuis quelquefois 6 générations, de choisir entre la valise et le cercueil, l'abominable massacre des Harkis, la paupérisation de l'Algérie qui continue parce que cette équipe est toujours au pouvoir. Bon, par conséquent, alors on me dit, ah oui, mais Michel Rocard a créé la CSG. Honnêtement, est-ce qu'il y a de quoi être très fier de cet impôt qui aurait pu, à la rigueur, remplacer l'impôt sur le revenu, mais qui, bien évidemment, est venu s'y surajouter et augmente encore, s'il est possible, la pression fiscale et les ponctions que l'on exerce sur le patrimoine des Français. Je ne vois pas de quoi il y ait lieu d'être très fier. C'était un homme de consensus. Le PSU, c'était un peu l'Emmanuel Macron de l'époque. Alors le PSU, oui, c'était un homme d'ouverture. Oui, ça l'est devenu un peu. Oui, c'est vrai que je pense Macron, ça sera Rocard. C'est-à-dire que je doute que les fruits correspondent aux promesses des fleurs. Mais enfin, c'était évidemment des
des hommes jeunes. La jeunesse, ça passe assez rapidement d'ailleurs. Qui avaient des diplômes, qui étaient propres sur eux, etc. Donc qui donnaient une image un petit peu différente de la gauche. Mais enfin, le PSU, c'était tout à fait utopique. Je rappelle que le PSU était au départ pour l'autogestion. Putain, une foutaise qui a été par la suite totalement abandonnée. Je rappelle que le modèle économique du PSU, c'était la Yougoslavie de Tito, pratiquement. Bon, alors, encore une fois... Le symbole Rocard, c'est pas encore une fois, truc. je n'accable pas Michel Rocard. C'est certainement une personnalité dans la vie politique française, surtout la vie politique française de gauche. Il n'a pas... Mon Dieu, il a exercé 3 ans la fonction de Premier ministre. C'est un peu comme Mendes France, si vous voulez. Ce sont des gens dont on vous dit qu'ils ont été admirables, etc. Mais c'est pas très bien qu'accrocher comme réalisation à leur actif, si ce n'est à l'intérieur de leur famille politique. Mais moi, je ne suis pas chargé des intérêts ou du devoir de mémoire que la famille socialiste entretient pour l'un des siens. Voilà. Donc, non, encore une fois, je souhaite mes condoléances. Elles sont sincères à sa famille, et je ne veux pas être injurieux envers Michel Rocard, mais je n'ai jamais partagé ses opinions, ses options politiques, et je ne vois pas pourquoi je serais obligé de les encenser au motif qu'il a en quelque sorte quitté cette terre pour rejoindre le Père éternel. Des jeunes diplômés, il y en a eu hier. Voilà, donc un tout autre sujet à présent. On va parler des résultats du bac. Le taux de réussite serait d'environ 80%. Est-ce que vous pensez que c'est un taux de réussite satisfaisant? Avant les rattrapages. Avant les rattrapages. Alors, la première fournée. Ça va donner 90% ou 80%. Bon, c'est ce qui va être très discriminatoire pour les 10% restants qui ne l'ont pas. Bon, je crois que tout ceci n'est pas très sérieux. Je ne veux pas faire de peine aux bacheliers d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que finalement le baccalauréat tel qu'il est, c'est un examen de fin d'études secondaires. Voilà, c'est un examen de fin d'études secondaires. Le problème, c'est que traditionnellement en France, il est considéré presque comme le premier degré universitaire et qu'il donne accès à l'université. Or, force est de reconnaître que malheureusement beaucoup de jeunes gens, et je l'ai vu, j'étais doyen d'une faculté littéraire où l'on enseignait 27 langues étrangères à près de 3000 étudiants, il y avait des étudiants sympathiques, sérieux, travailleurs, mais qui arrivaient dans l'université, qui n'avaient pas le bagage minimal leur permettant avec succès de franchir les différentes épreuves. Et alors là, c'est absolument dramatique, parce qu'ils perdent 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se retrouvent à l'issue sans diplôme, ou avec un diplôme totalement dévalorisé, et avec tous les problèmes que l'on connaît. Je pense que le système est devenu aujourd'hui tout à fait inapte à proposer à notre jeunesse de véritables pistes pour l'avenir. Vous parliez scolarité la fois précédente sur les écoles hors contrat et la réforme, la modification des règlements. Ça fait partie de la loi égalité-citoyenneté. Cette loi a subi des amendements, notamment un amendement symbolique pour interdire la fessée, en fait les châtiments corporels. Alors il n'y a pas de peine, il n'y aura pas de suite pénale si jamais cette loi égalité-citoyenneté comportant ces amendements était adoptée. Mais Bruno Gollnisch, ne pas lever la main sur un enfant, c'est plutôt bon signe. Moi je n'ai jamais frappé mes enfants, mais je dois dire que ça me paraît tout à fait dérisoire. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une interdiction qui n'est pas assortie d'une sanction dans notre droit? Donc il n'y a pas de fessée pour les enfants, il n'y a pas de fessée non plus pour les parents s'ils fessent leurs enfants, quoi. Voilà, si j'ai bien compris. Tout ça est absolument dérisoire. La loi, dans son état actuel, réprime évidemment les maltraitances contre enfants. Maintenant, si on ne peut plus mettre une taloche à un gamin qui emmerde tout le monde, c'est véritablement le monde à l'envers, mais c'est assez significatif. Moi, je me souviens d'un débat dans lequel il y avait d'ailleurs Cohn-Bendit, où un père de famille d'origine maghrébine disait « mais on nous reproche que nos enfants sont des voyous, voilà, mais si on leur fiche une paire de claques, ils appellent, je crois, le 114, je ne sais plus quoi, et ils connaissent très bien la combine, et c'est les parents qui ont des ennuis. » Bon, c'était très vrai. Tout cela va dans le même sens. Petit 1,
le sens du dérisoire, comme les socialistes ne maîtrisent rien des véritables problèmes du pays, alors ils font des choses qui ne coûtent rien, des gestes symboliques pour faire plaisir à leur électorat. Et puis, deuxièmement, ça va évidemment toujours dans le sens de la destruction de l'autorité, de la mise en cause des parents contre les enfants, des époux contre leurs femmes, des employés contre leurs patrons, et ainsi de suite. C'est de ça que la France crève à petit feu. Il y a de l'autorité chez les socialistes, et Pampan Cucu, c'est pour l'automobiliste parisien, Bruno Gollnisch. Ah oui, alors ça, je dois dire que c'est le dernier avatar des persécutions contre les automobilistes. C'est les voitures polluantes, avant 97, ne pourront plus rouler en semaine. Persécution haineuse, idéologique. Car pourquoi est-ce que, et mon ami Hugues Petit au Conseil régional Rhône-Alpes l'avait un jour développé admirablement au Conseil régional, pourquoi est-ce qu'ils haïssent la bagnole? C'est pas du tout parce qu'elle pollue, etc. C'est parce que la bagnole, c'est quand même un instrument de liberté. Vous partez quand vous voulez. Vous arrivez où vous voulez. Voilà. Il y a des transports en commun, il y a des transports en commun qui sont très bien. Moi, j'utilise toujours les transports en commun pour aller à Strasbourg, pour aller à Bruxelles. J'utilise toujours le train. Bon. Mais voilà, vous êtes contraint par des horaires, etc. Et alors là, cette persécution imbécile se traduit d'ailleurs par deux mesures. Ils vont supprimer la voie express rive droite, après l'avoir supprimé déjà la voie express rive gauche, comme s'il n'y avait pas assez d'embouteillage à Paris, n'est-ce pas? Mais c'est soi-disant pour dissuader les gens de prendre leur voiture. Et favoriser le report modal. En réalité, moi, quand on habite comme moi un village de 660 habitants, où la gare la plus proche est à 6 km, etc., bien évidemment, si on veut aller à Paris, on prend sa voiture. Et on continuera de prendre sa voiture, ne leur en déplaise. Alors au lieu de faire comme à Tokyo, où il y a beaucoup moins de pollution qu'à Paris, il y a beaucoup moins de pollution qu'à Paris, à Tokyo maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de pollution qu'à Paris? Parce que ça roule. Et pourquoi est-ce qu'on y circule facilement? Parce qu'ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse circuler. Il y a beaucoup moins d'embouteillages. Bon. Alors là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aggraver les embouteillages, les heures perdues, la nervosité des Parisiens qui atteint des degrés absolument insupportables. Ils vont diminuer le nombre de voitures. Les dizaines de milliers, mais ça ne diminuera rien du tout. Je vous ai expliqué pourquoi. Bien sûr, ça va aggraver la pollution, mais c'est parfaitement idéologique. En plus, c'est moralement scandaleux. Parce que si vous prenez les voies sur berge, par exemple, je les ai vues construire, elles ont été payées, et très chèrement, par l'argent des Parisiens, par l'argent des Français. Par conséquent, c'est un véritable vandalisme. Un équipement auquel ils ont droit, finalement, pour les avoir payés. Bien sûr. Bon, quant aux voitures, quant à l'interdiction effarante d'interdire les voitures d'antérieures à... 97, c'est pour diminuer le nombre de voitures circulant, notamment les plus polluantes. Eh bien, ça va évidemment en grande majorité porter sur les plus humbles, sur les plus pauvres. Parce que les gens qui ont des vieilles bagnoles, généralement, à part les collectionneurs qui ne sont pas touchés d'ailleurs... Qui sont exemptés, c'est ça. Qui sont exemptés. Les gens qui ont des vieilles bagnoles, dans l'immense majorité, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et auxquels on va interdire de prendre leur voiture simplement parce que leur voiture est ancienne. Est trop ancienne. C'est parfaitement scandaleux. C'est à mon avis d'ailleurs, je pense, contraire à la loi et peut-être même à la Constitution. En tout cas, moi, je vais sortir de la naphtaline ma vieille Camaro, V8, 300 chevaux, et je vais m'empresser de rouler à Paris avec pour faire la nique à Madame Hidalgo. En semaine, et j'attends de pied ferme le procès verbal que j'irai contester, s'il le faut, devant le tribunal de police, devant la chambre des appels correctionnels, devant la Cour de cassation, et s'il le faut, je poserai une question prioritaire de constitutionnalité pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur cette atteinte à la liberté de circulation, sur cette atteinte au droit de propriété, sur cette erreur manifeste d'appréciation, sur ce véritable détournement de pouvoir. Les fiers à bras socialistes, en revanche, ont beaucoup moins de fierté pour leurs universités d'été, prévues à Nantes, annulées et finalement transformées en 5 rassemblements régionaux. La contestation, les antifas, la crainte... Oh, que c'est bon de voir ça. Ah bon? Oui. Moi, je n'ai jamais, ni personne au Front National, n'a jamais pratiqué la violence contre un des rassemblements de nos adversaires. Mais j'ai souvenir que M. Cambadélis, le trotskiste Cambadélis, là qui vient... Ex-trotskiste. Je ne sais pas, ça, vous dites ex, vous n'en savez rien. Dans la philosophie trotskiste, il y a ce qu'on appelle l'entrisme.
hein, c'est de s'insérer justement dans d'autres groupes, mouvements, organisations où on peut davantage exercer son influence. Aujourd'hui, donc, premier secrétaire du Parti socialiste. Je ne sais pas si M. Cambadélis, dans sa tête, n'est plus trotskiste. En tout cas, il est premier secrétaire du Parti socialiste. Moi, j'ai souvenir que ce même Cambadélis appelait à des manifestations violentes qu'on baptisait pudiquement harcèlement démocratique contre les manifestations du Front National. Et il fut un temps où pratiquement 2 réunions publiques sur 3 que j'organisais étaient en but à un problème d'attaque, et parfois d'attaque violente. C'est des gens qui d'ailleurs aussi s'en prenaient aux vitrines des hôtels ou des restaurants susceptibles de nous recevoir, lesquels d'ailleurs de peur de ce vandalisme hésitaient justement à nous accueillir ou annulaient nos réunions au dernier moment. Encore lors de la dernière campagne européenne à Grenoble, nous avons fait, avec la complicité, il faut bien le dire, enfin pas la complicité, mais la complaisance du directeur départemental de la Sûreté Du publique. directeur départemental de la Sûreté publique, dont le comportement était absolument inadmissible. Au lieu de faire dégager les contre-manifestants et de laisser l'accès tout de libre à notre réunion, les a laissés venir immédiatement au contact, et c'était nos sympathisants qui devaient faire je ne sais quel détour au milieu des crachats, des horions, des pétards, des jets de bouteilles de bière ou autres. Et qu'il accusait après de réactions vives, comme si on pouvait se faire cracher dessus et insulter. C'est ça, sans protester. Voilà. Donc que M. Cambadélis, à force de cracher en l'air, se fasse rattraper par ses amis Antifa et autres qui lançaient naguère à l'assaut du Front National, ou du moins qui bénéficiaient de sa complaisance. Hein. L'arroseur arrosé. Je ne dis pas qu'il donnait lui-même des ordres pour commettre telle ou telle action violente, mais il savait très bien à qui il s'adressait, et il devait très bien savoir quelles étaient les méthodes de ces gens-là, qu'il légitimait par avance. Eh bien, c'est la fable de l'arroseur arrosé, et ça prouve quand même qu'il y a une justice immanente. Il est bon que on n'attende pas l'au-delà pour avoir à répondre de son karma, diraient les bouddhistes, de ses péchés, diraient les chrétiens. L'ironie de l'histoire est aussi que François Hollande lui-même, en 2012, disait qu'il plaignait le candidat sortant de ne pouvoir faire ses réunions publiques tranquillement à l'extérieur, etc. Et donc c'est aussi un peu l'ironie de l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Salah Abdeslam, par son avocat, porte plainte contre un député qui a révélé la vie privée de Salah Abdeslam en détention, et notamment la salle de sport privée dont bénéficie le cerveau présumé des attentats terroristes de Paris à la fin de l'année 2015. Pauvre chéri. La vie privée d'un détenu, ça se protège quand même. Révéler qu'il avait une salle de sport, c'est indécent. Oui, à sa disposition. Non, on marche. Un peu ironique, oui. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Hein. Ah, c'est vrai que rien n'arrête ce genre de personnage. Hein. Pourquoi pas dans la société où nous sommes. Bon, si Salah Abdeslam est reconnu coupable des crimes qu'il est censé avoir organisé, moi je serais d'avis qu'on le raccourcisse, voilà. Hein, parce qu'il faut quand même que quelque part que l'on ait à répondre de ses actes. Mais je dois dire, ce n'est pas le seul cas scandaleux. Par exemple, on apprend, mais c'est la radio-télévision russe qui l'a révélé. Discret pour l'instant. Ça n'a pas fait d'écho, que l'organisateur présumé de l'abominable attentat d'Istanbul était depuis 2010 recherché par la Russie. Même bien avant, c'était un terroriste tchétchène, et en 2010, je crois que c'est le refus d'extradition, recherché depuis 2003 ou 2004, arrêté à de multiples reprises et refusé d'être extradé par l'Union européenne. Il aurait bénéficié d'un arrêt, mais nous allons fouiller tout cela, d'un arrêt de la Cour de justice de la Cour européenne des droits de l'homme, qui se serait opposé à ce qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine pour y être jugé. Pour lui éviter de mauvais traitements. Voilà, il a été hébergé de ce fait en Autriche, etc. et aurait été le cerveau
des attentats d'Istanbul qui ont fait de nombreux morts, y compris turcs et européens. À suivre. C'est une affaire à suivre, je pense, parce que je crois que si tous ces faits sont avérés, et nous allons nous atteler à leur vérification, ils seront certainement très éclairants. Alors sur une affaire très sérieuse, l'ex-commissaire de police Michel Néré a été condamné hier à 2 ans et demi de Lyon, tout à fait. A été condamné hier à 2 ans et demi de prison. Alors il est possible qu'il y échappe dans la mesure où il a déjà fait 8 mois. Et les 8 mois étant soustraits à la peine actuelle, il serait possible qu'il y échappe puisque la peine serait réduite à 22 mois et donc ça serait une peine aménageable. Rappelons aussi qu'il s'était laissé corrompre par le milieu, qui collabore avec des criminels en multipliant les recherches de fichiers Interpol et transmettait des renseignements aux escrocs qui du coup avaient les informations nécessaires pour se mettre à l'abri hors de l'espace Schengen. Un business était ainsi organisé, il violait gravement le secret professionnel et ainsi près de 600 milliards avaient été escroqués à l'Europe en quelques années. Non, attendez, ne confondons pas tout. Oui. Sur cette affaire Néré, bon, moi je ne me prononcerai pas sur la culpabilité, sur la peine du commissaire Néré, qui c'est vrai a été un grand flic, mais enfin ça arrive à tout le monde, enfin ça pas à tout le monde, heureusement. À certains, de se ça laisser arrive corrompre. à certains de se laisser corrompre, et je veux dire que c'est vrai que la tentation doit être grande quand on est un policier et qu'on voit quel est le train de vie que s'assurent des malfrats petits ou grands, quelquefois même de petits malfrats, dans un contexte de quasi-totale impunité. C'est sûr que la tentation doit être grande. Par conséquent, je ne porterai pas de jugement sur cette affaire, sur la personne de Néré lui-même. Bon. Mais en revanche, ce qu'il faut bien dire, c'est que contrairement à ce qui a été raconté, et en effet, comme vous le suggérez, c'est que ce qui a été reproché au commissaire Néré en l'occurrence, ce n'est pas d'avoir eu une complaisance pour un petit voyou qui aurait été un indicateur potentiel permettant de remonter une filière et d'attraper de plus gros poissons. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est malheureusement beaucoup plus grave. Et il faut voir qui a corrompu le commissaire Néré. Ceux qui ont corrompu le commissaire Néré dans cette affaire, c'est un gang. C'est un gang, c'est une mafia. Les auteurs de la fraude à la taxe carbone. Qui étaient les auteurs de la fraude à la taxe carbone. Encore une géniale invention des écolos, la taxe carbone. Parce qu'on nous dit c'est affreux, le CO2 augmente dans le monde, ça bouleverse le climat, c'est effroyable, ça provoque le réchauffement climatique. Alors on va arrêter. Mais comme on ne peut pas arrêter, comme on ne peut pas se passer du carbone, ah non, on a trouvé un système génial, on a émis des droits à polluer. Si vous voulez polluer, continuer à polluer, vous pouvez polluer, mais il faut acheter, il faut payer. Bon, très bien. Et on revend ce qu'on n'a pas consommé à d'autres. On revend ce qu'on n'a pas consommé. Un business, un trafic incroyable. Et évidemment, il y a un certain nombre de mafieux franco-israéliens, en fait des Français d'origine juive tout simplement, que je ne confonds pas bien sûr avec l'ensemble de la communauté, mais c'est quand même préoccupant parce que ce n'est pas la première fois, qui ont monté toute une carambouille à la TVA et qui ont escroqué, semble-t-il, l'ensemble de ces escroqueries, c'est 6 milliards d'euros pour l'Europe, 2 milliards d'euros au préjudice de la France. 2 milliards, alors, ce qui est grave, et c'est ce qu'a permis d'ailleurs le commissaire Néré en leur donnant les fiches Interpol, c'est que ces gens-là qui sont français au départ, sont des Français juifs, bon, très bien, que je considère comme des compatriotes à part entière, mais quand leurs méfaits sont révélés, ils s'enfuient. La plupart d'entre eux vont en Israël, excipent de leurs origines juives, prennent la nationalité israélienne et jouissent du fait que l'État d'Israël n'extrade pas ses ressortissants. Et ça n'est pas la première fois. Je pense à une énorme carambouille qu'on a appelée l'affaire du Sentier, qui a mis en cause des dizaines de sociétés écrans, de sociétés fictives, qui a causé un préjudice considérable à des particuliers comme au fisc français. Et ceci pour des centaines de millions. Les principaux auteurs de ces méfaits, quand ils ont été découverts, ils ont fait valoir l'ALIA, la loi du retour. On va couler une retraite paisible en Israël et on ne sera pas inquiété. Et de fait, ils ne l'ont pas été. Alors là, je relève que si le commissaire Néré a été condamné à 2 ans et demi, M. Benichou et M. Al-Zahra
qui ne sont pas les seuls organisateurs de cette affaire. Bénichou, je crois, a été condamné à 5 ans, Alzra à 2 ans, et encore, c'est simplement dans l'affaire de la corruption de Néret. C'est pas pour le reste. Dans cette même affaire, on peut rajouter d'autres noms. Astruc notamment, voilà, c'est ça. Dashville et une autre. Alors je trouve quand même que les médias français sont extraordinairement silencieux sur cette véritable filière mafieuse israélienne. Et je trouve que c'est très grave que l'État d'Israël, avec lequel nous entretenons des relations amicales, je souhaite qu'on continue à entretenir des relations amicales avec Israël, comme je souhaite qu'on entretienne des relations tout aussi amicales avec les Palestiniens. Bon, donc j'espère que l'occupation un jour prendra fin. Mais est-il normal que des ressortissants français qui soient poursuivis puissent faire jouer, alors qu'on sait qu'ils ont ces casseroles aux fesses, de façon quasi automatique, les lois de nationalité de ce pays pour échapper à la sanction de leurs méfaits? On nous parle toujours de LuxLeaks, on dit que c'est abominable, il y a de l'évasion fiscale au Luxembourg, aux îles Caïmans, que sais-je encore. Oui, mais il y a de l'évasion mafieuse et criminelle en Israël. Et ce sont les bandits qui s'évadent et qui sont protégés là-bas, pire que les capitaux. Je trouve que c'est grave. Mais pour l'affaire Néret, précisons quand même et je poserai une question au Conseil européen à ce sujet. Sur l'affaire Néret, précisons quand même que la justification des juges est qu'il n'y a eu aucune information d'échange et que Néret n'aurait pas mesuré les conséquences des violations du secret professionnel. C'est la justification. Oui, mais encore une fois, moi, mon but n'est pas d'accabler Néret. Je pense qu'au-delà de Néret, ce qu'il faut voir, c'est qui a corrompu Néret. Bruno Gollnisch, vous allez avoir un peu de vacances. Vous avez fait un déplacement récemment en Vendée, mais peut-être au mois d'août. Chez la chère Brigitte Neveu, dont je dois dire que c'est une fédération admirable avec une ambiance familiale, amicale, extraordinairement sympathique. L'esprit et l'âme des Vendéens, oui, toujours. Oui, oui. Un peu de vacances au mois d'août ? Oui, je crois que je vais les utiliser pour rédiger un peu, pour mettre la dernière main à un lexique multilingue des 1000 mots les plus utilisés dans la langue du droit, et notamment du droit international. Je fais ça en français, anglais, allemand, japonais, bon, ça, russe, peut-être latin, peut-être. Bon, ça va m'amuser un peu. Au profit des étudiants. Et puis peut-être écrire un livre politique aussi. Donc des surprises en perspective. Et aller bien sûr dans la propriété familiale où réside ma mère. Dans le Var. Dans le Var. Ah. Beau pays. À bientôt Bruno Gollnisch. Merci. Merci.